Docteur Olivier Katz, bonjour. Bonjour Stéphane. Olivier, eh bien, on pouvait s'attendre à ce que nous en parlions à Radio Ména. Euh, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de l'introduction du vaccin, du nouveau vaccin. On en parle déjà pour cette semaine aux États-Unis et en Angleterre, et puis pour la semaine prochaine en Israël. Et on entend parler de toutes parts des dangers qu'il y aurait à utiliser ce vaccin. Il y a des gens qui veulent l'utiliser, il y a des gens qui le veulent moins. Alors, pour quelles raisons faudrait-il craindre ce vaccin, Olivier? Alors, en fait, c'est vrai on est rentré dans une phase un peu plus complexe maintenant, parce que la vaccination repose en fait sur un produit qu'on maîtrise absolument pas et sur lequel on a fait d'énormes progrès en très peu de temps, mais qui demande en fait une vérification clinique sur un grand nombre de patients. Donc, ce qui s'est passé en fait en ce qui concerne les vaccins, c'est qu'on a chacun de son côté, du moins chaque laboratoire pharmaceutique de son côté, fabriqué son propre vaccin en fonction d'éléments chimiques ou biologiques leur semblaient les plus intelligents. Et au final, on se retrouve avec quatre types de vaccins différents. Et ces types de vaccins n'ont pas du tout les mêmes risques, ni les mêmes euh, façons de s'exprimer. Et on peut craindre un certain nombre d'effets secondaires en fonction du type de vaccin que l'on aura devant soi. Donc, en gros, pour faire simple, les quatre types de vaccins qui existent, les premiers, c'est les vaccins vivants, qu'ils soient atténués ou inactivés, c'est les deux types de vaccins vivants qui existent. Les seconds, c'est les vaccins à protéines virales. Ensuite, on a des vaccins à vecteurs viraux non réplicants. Et les derniers, les vaccins à ARN. Alors, pour faire simple, les vaccins vivants, c'est ceux qu'on utilisait jusqu'à présent. C'est les moins dangereux, c'est le vaccin contre la grippe. Ils sont longs à mettre en œuvre, mais il faut une grande quantité de virus pour que le système prenne. Le seul qui pour l'instant a sorti un vaccin vivant, c'est un laboratoire chinois. On, on verra ce que ça peut donner sur le plan clinique d'utiliser des vaccins chinois. J'ai quelques avis sur les questions, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Les vaccins à protéines virales, qui sont le deuxième type de vaccin qu'on a utilisé, en fait, on inocule que les spicules, c'est-à-dire les petites pointes qui permettent l'entrée du virus dans la cellule. C'est le même principe que le vaccin de l'hépatite B, et c'est le vaccin de Sanofi Pasteur ou de GSK, qui pour l'instant n'a pas passé les tests, donc il sera retardé d'au moins 6 mois. Le troisième type de vaccin qu'on a sur le marché, c'est les vaccins à vecteurs viraux non réplicants. Donc, on prend un virus qui n'est pas pathogène, c'est souvent un adénovirus, on emmène le virus SARS-CoV-2 dans la cellule et on crée la réaction immunitaire. Donc, ça a été utilisé pour l'Ebola, mais la technique est récente. Il y a deux vaccins pour l'instant dont on parle beaucoup qui utilisent cette technique-là. C'est le Sputnik 5, le vaccin russe, et le vaccin d'AstraZeneca et d'Oxford, mais qui a un problème de dose dont on parlera sans doute un petit peu plus tard. Et enfin, le dernier type de vaccin, qui est celui qui est le plus avancé, c'est les vaccins à ADN ou à ARN. Et on injecte un fragment d'ADN ou d'ARN, en l'occurrence ce sera plutôt de l'ARN pour l'instant, dans la cellule, et on l'associe à des particules de lipides. Et une fois que la cellule est colonisée, elle va fabriquer elle-même la protéine qui permet de rentrer dans les cellules humaines et qui va créer la réaction immunitaire dont on a besoin. Alors c'est beaucoup plus rapide. Le patron de Moderna se vantait d'avoir réussi à fabriquer le morceau d'ARN dont on a besoin en 2 jours à partir du moment où il avait le génome. Mais c'est d'une part très fragile, donc cet ARN il faut le conserver à moins 80 degrés, et d'autre part potentiellement dangereux parce qu'on n'a jamais utilisé cette technique, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, Olivier, oui, je t'en euh, prie. on comprend alors que les vaccins qui arrivent sur le marché, principalement celui de Pfizer et de Moderna, ce sont des vaccins de cette catégorie, de la dernière catégorie que vous êtes en train de citer. Est-ce que c'est juste? Bien entendu. Et c'est ce qui nous pose le plus de problèmes. Parce que euh, si on pouvait disposer maintenant d'un vaccin
de type vivant atténué et qu'on le Oui, mais distribuait. on n'en a pas. On n'en On n'en a a pas. pas. Mais D'accord. j'ai deux questions pour rebondir sur ce que vous dites, qui vont surtout, c'est sûrement intéresser très fortement nos auditeurs. La première question, vous avez dit il y a pas eu du tout, il y a absolument eu aucun contrôle, hein, aucun essai. Mais on imagine bien qu'il y a quand même eu des protocoles d'essai. On parle de plusieurs milliers de personnes qui ont reçu dans la phase de mise au point ces vaccins. Alors effectivement, ils ont été mis au point rapidement, mais ça a quand même pris en tout cas 8 mois ou 9 mois jusqu'à ce que le processus de mise au point. Donc c'est pas zéro, ce serait pas absolument d'après ce que je comprends. Tout à fait, c'est pas zéro. Alors, pour donner des chiffres simples, l'étude de phase 3 qui a été faite par Pfizer notamment a porté sur à peu près 30 000 patients. Là-dessus, on avait 92 ou 94% de résultats positifs, ce qui est très bien. Mais 30 000 patients, quand on a décidé de vacciner 300 millions de personnes, on n'a pas de recul suffisant pour dire qu'il ne se passera rien du tout. Pas dans des La preuve conditions en est, c'est que normales. Le vaccin de la grippe, il a été essayé sur combien de personnes? mais il a 10 ans derrière lui, et avant d'être mis au point, il a été utilisé pendant plusieurs années pour qu'on puisse avoir le recul suffisant. Le Oui, mais vaccin d'ARN, ça c'est a posteriori, mais pendant la phase de mise au point, Olivier. même plusieurs années aussi. Plusieurs années aussi pour fabriquer le vaccin contre la grippe. Et D'accord. 3 mois pour fabriquer le vaccin Pfizer à ARN. La preuve, c'est que l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir quelle sera la durée de cette protection. Est-ce que au bout de 3 mois, il faudra se refaire vacciner? Est-ce qu'au bout d'un an, il faudra se refaire vacciner? On est L'autre incapable. question, c'est le risque par rapport à l'avantage. Je Bien sûr. rappelle quand même aux auditeurs et à vous-même qu'aux États-Unis, il meurt plus de personnes par jour du Covid que durant l'attaque sur Pearl Harbor qui a déclenché la guerre entre les États-Unis et le Japon, ou bien plus proche de nous, l'attaque sur les tours jumelles par les kamikazes. Donc c'est quand même en nombre très conséquent. On a pris l'habitude peut-être de vivre avec ce virus, mais en tout état de cause, il tue des centaines de milliers, des millions de personnes. Donc très prosaïquement, est-ce que le risque n'en vaut pas la chandelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un vrai risque avec ces nouveaux vaccins qui ont été mis au point très rapidement, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'il existe un risque réel que dans 6 mois, dans 2 ans, tous les gens ou la plupart des gens qui ont été vaccinés, ou une grande partie d'entre eux, décèdent ou soient irrémédiablement malades des suites de ce vaccin parce qu'on l'a mis au point très rapidement? Non, objectivement, je peux pas dire des choses de ce type-là. J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans quelques mois ou dans quelques années. Tout ce qu'on peut dire, c'est sur le principe même que le recul qu'on a est insuffisant. Est-ce que ce qu'on appelle le rapport risque sur bénéfice nous fait considérer qu'il faut utiliser le vaccin? Dans certains cas et pour certaines populations, oui, sans doute. Mais est-ce qu'il doit être utilisé largue à menu par la totalité de la population qui pourrait se protéger autrement? Ça mérite une discussion. L'un des problèmes, en tout cas, pour Mais la ces discussion, elle vaccins, n'a pas eu lieu. À vous entendre, on est dans un monde d'irresponsables absolus. Donc, il n'y a pas d'instance, notamment, on connaît la FDA aux États-Unis, notamment. On sait qu'ils ne vont pas autoriser l'introduction de nouveaux médicaments sans avoir vérifié la chose de manière très détaillée. Alors, est-ce qu'on est c'est vrai. vraiment en train de prendre un risque irréfléchi? Alors, la FDA vérifie, tout comme l'Agence européenne des médicaments, effectivement, vérifie ces produits. Mais quelles sont les procédures qui ont été adoptées par la totalité des agences de régulation, à commencer par l'agence de régulation anglaise MHRA, je crois, c'est en tout premier, c'est de dire on accepte une procédure d'urgence qui va autoriser ces médicaments. La procédure d'urgence, ça veut dire qu'on fait une vérification, je ne peux pas dire qu'on ne la fait pas, mais elle n'est pas du tout du même niveau que celle qui devrait se faire si le produit était homologué de façon classique.
Donc, à partir du moment où aucun médicament n'a été homologué de façon classique, ils ont tous été acceptés ou sont en cours d'acceptation en procédure d'urgence. Donc, les vérifications existent, mais on ne peut pas dire qu'elles soient à 100%. Mais Je me rappelle il aussi y a rien que, qui est à 100%. bien sûr, mais même je dirais que par rapport à n'importe quel autre produit qui est introduit sur le marché des médicaments, euh, on n'a pas la sécurité avec ces vaccins qu'on pourrait avoir avec n'importe quelle autre molécule qui demande son autorisation de mise sur le marché. Ça, c'est inéluctable. L'autre élément qui n'est pas inintéressant non plus à savoir, c'est que tous les laboratoires qui ont distribué les vaccins ont commencé par faire signer aux États distributeurs un papier exonérant ces laboratoires de toute responsabilité en cas de problème. C'est les États eux-mêmes qui sont responsables. Donc ça facilite, on va dire, les études et la transmission d'informations plus ou moins travaillées. Je dis pas une fois de plus que les médicaments sont pas bons, que les vaccins pardon sont pas bons. Je dis juste que les procédures classiques ne sont pas utilisées dans N'ont ces pas été circonstances. suivis. On l'a bien compris. Tout à fait. Mais simplement aux États-Unis, et les États-Unis, c'est pas le monde entier, il y a ces temps 3000 personnes qui meurent par jour du Covid. Et ça fait beaucoup de monde. Bien sûr, Ça fait mais 30 000 personnes tous les 10 jours. Ça fait 120 000 personnes par mois. alors quelle est la population qui meurt aux États-Unis ou ailleurs euh, dans un pourcentage important, ce sont des gens de plus de 65 ans. Pour les États-Unis, il y a plus d'Afro-Américains que de Blancs. Et les vaccins ont été jusqu'à présent étudiés sur une population qui était majoritairement jeune et blanche. Il y a un mécanisme qu'on appelle l'immunosénescence qui est très connu, C'est qui très dit que, intéressant et je vais vous laisser développer cette réponse parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais vous ne répondez pas à ma question. Que ce soit des jaunes, des blancs, des vieux ou des jeunes, hein, il y a 3000 personnes qui meurent par jour. Et si on peut éviter que ces personnes meurent en prenant un risque, et j'ouvre des guillemets, que j'appellerais raisonnable, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, même si nous nous exposons à un risque plus important de normal lorsqu'on utilise des médicaments autorisés. Est-ce que le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? On va sauver des centaines de milliers de personnes si ce vaccin ne génère pas des dommages, des maladies, des pathologies. J'espère que ce ne sera pas le cas des décès. Hein. Mais si il améliore les conditions de santé qui prévalent aujourd'hui face au coronavirus, est-ce qu'il y a des raisons sensées qui nous pousseraient à ne pas l'introduire? il faut comparer les populations. La population qui va être vaccinée sera en grande partie, parce que c'est quand même une masse non négligeable de la population globale, des gens jeunes et en bonne santé. Ceux qui ont besoin du vaccin, c'est des gens âgés et Oui, plutôt oui, en mais mauvaise santé. Donc, pardon, je me permets de vous arrêter. Alors, on je va prie. aussi vacciner des gens qui ne sont pas en première ligne de danger ou qui ne sont pas les plus menacés. On va vacciner également des gens jeunes qui ont moins de risques d'attraper la maladie. Et là, il faut qu'on vous suive précisément. Et alors, en quoi ça nous dérange? Mais si sur ces gens-là, les effets secondaires du vaccin sont importants, ce qu'on ne peut pas savoir pour l'instant, on aura échangé, entre guillemets, un nombre de morts conséquent parmi une population âgée contre une pathologie qui peut être majeure chez des gens jeunes et en bonne santé. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis juste que c'est ce qu'on n'a pas étudié parce qu'on n'a pas pu l'étudier. Et on a le droit de se poser la question pour l'instant de savoir est-ce que le fait de vacciner une population globale en nombre conséquent à 300 ou 400 millions d'individus qui pourraient provoquer des atteintes chez des gens jeunes et en bonne santé vaut la peine par rapport aux quelques centaines de milliers de personnes âgées qui pourraient mourir du coronavirus. La bonne solution, c'est de vacciner que les gens âgés. On est bien d'accord, mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, ça n'empêchera pas le virus de se propager. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que le but de la vaccination, c'est pas seulement de protéger les gens qui sont potentiellement à risque, c'est de pouvoir éradiquer le virus de telle façon que même ceux qui n'ont pas été vaccinés finissent par
ne plus être en contact avec le virus et donc stopper l'épidémie. Ouais, on comprend votre argument beaucoup mieux, Olivier. C'est même tout à fait clair. Et si il y a des effets secondaires sur ce vaccin qui va être introduit ces prochains jours, est-ce qu'on a une idée de combien de temps après l'inoculation du vaccin, en combien de temps ces effets secondaires pourront être relevés? Mais c'est impossible à savoir. Euh, pour prendre un exemple Mais on peut qu'on imaginer que ça se connaît bien, passe 2 ans après ou 10 ans après, ou la personne qui va être vaccinée la semaine prochaine, dans 10 ans, va se réveiller malade, voire condamnée. Ça, c'est possible au niveau de la biologie. objectivement, je pense pas, mais on peut pas l'éliminer. Ça doit pas être à ce point-là, parce que s'il y avait eu des choses vraiment importantes, on aurait pu le trouver. Mais pour prendre un exemple qu'on connaît Et puis, bien, le excusez-moi, vaccin mais contre les 30 000 personnes sur lesquelles on a fait l'essai, hein, s'il y avait une réaction secondaire immédiate au bout de 2, 3 mois, ben, on l'aurait vu sur ces gens aussi. Ah non, pas de 3 mois. Pour l'instant, le recul qu'on a sur ces premiers tests de phase 3, c'est de 3 semaines. Ah, ah. Euh, on n'a pas de recul de 3 mois. Ce que Mais vous voulez dire, c'est justement, que la mise au point de ces vaccins est intervenue moins d'1 mois avant leur administration? euh, la mise au point était plus ancienne, mais le temps qu'on ait fait La mise au point, y tout le compris les cheminement, tests voilà, de phase 3. voilà, c'est ça. Les phases 3 datent d'il y a 3 semaines. C'est-à-dire Ah que, bon? en gros, le produit commence par des études précliniques sur les animaux, ensuite on fait des phases 1, des phases 2, où on regarde un peu les doses qu'on peut utiliser, etc. Et on commence à utiliser le produit dans des circonstances quasi normales dès le début de la phase 3. Bah, pour les vaccins de Moderna, par exemple, ou de Pfizer, le début des tests de phase 3, c'était juillet 2020. D'accord. Donc, on ne peut pas dire qu'on est Ben non, on n'a rien, on a de recul. on n'a aucun recul d'après ce Ah que non. vous nous dites. Et parmi les effets secondaires, alors on peut imaginer que les gens qui ont reçu le vaccin pourraient être contaminés et être à leur tour non pas protégés mais malades du Covid. Est-ce qu'on peut aussi imaginer d'autres effets secondaires, d'autres pathologies, et si oui, lesquels ou quel genre? Je sais bien qu'on ne peut pas à ce stade donner une réponse précise, mais à quel genre d'embêtement, de complications pourrait-on avoir à faire face? Mais on n'en sait pas grand-chose. Pour prendre un exemple qui a défrayé la chronique dans le milieu médical, on a vacciné tout le corps médical contre l'hépatite B, du moins en France, parce qu'à l'époque j'étais en France. On s'est rendu compte plusieurs mois ou plusieurs années après que ce vaccin contre l'hépatite B donnait des scléroses en plaques, et il y a un certain nombre de membres du corps médical qui ont été atteints par cette sclérose en plaques. Pourquoi? Je ne maîtrise pas suffisamment, on l'a sans doute étudié depuis, mais à partir de ces vaccins-là ARN qu'on maîtrise à peine, je n'ai aucune idée quels peuvent être les effets secondaires qu'on va retrouver. Pour l'instant, Ça tout ce signifie qu'on qu'on a ne comme peut effet pas le secondaire, savoir, qu'on pour ne l'instant, on ne peut pas connaît le savoir. même pas la plage de risque ou les... Non, pas du Non, tout. on ne connaît rien. Bah, on sait que, notamment le vaccin de Pfizer, parce que c'est celui qui a été utilisé le premier en Angleterre, donne des allergies, des choses comme ça, et que on a déjà limité la prescription des vaccins à tous les gens qui étaient allergiques. Mais ça, on le sait parce qu'il y a 1000 ou 2000 personnes qui ont été vaccinées depuis. Mais quel sera le risque majeur dans les prochaines années? Peut-être qu'il n'y en aura aucun, ce sera tant mieux pour tout le monde. Peut-être ce sera grave, je n'ai absolument aucun moyen de le savoir. Hmm. C'est juste pas possible. Et puis on sait aussi que ces premières semaines, les vaccinations vont être administrées au personnel médical d'abord. Et Ça, ça va durer 2, 3 semaines, un mois. Et puis graduellement, mais très graduellement, simplement parce qu'on n'a pas assez de vaccins, eh bien, on va toucher les autres parties de la population, bien entendu à commencer par les populations à risque. Ce qui nous non, non, donne... je vous coupe une Je seconde. vous en Les prie. premiers qui seront vaccinés, ce seront les gens âgés.
on va d'abord vacciner dans les EHPAD chez les gens âgés et après seulement dans le milieu médical. D'accord. Du moins en France, Ouais, non, mais c'est. ça je crois aussi. Ouais, je Et pense pas que ce soit le cas aux États-Unis et en Angleterre, d'après ce que j'ai compris. Je suis presque sûr qu'en Angleterre, on commence par le personnel médical, mais c'est bon à savoir qu'en France, ce sera différent. Et puis ça nous donnera aussi une profondeur, c'est-à-dire que ce sera bien de savoir comment les diverses populations réagissent au même vaccin. Hein. bien sûr, Mais ce que je voulais oui, dire surtout, c'est donc que ce soit qu'on commence par les gens âgés ou par le personnel médical. Bon, si on parle du personnel médical et qu'il y avait des conséquences secondaires très importantes, notamment entraînant des paralysies ou la mort, eh bien, le grand problème serait qu'on aurait toujours à faire face à la pandémie, qu'on n'aurait pas de médicaments ou de vaccins pour nous protéger de la pandémie, et puis qu'on n'aurait plus de et pas de médecin. médecins pour nous traiter. Donc ce serait un peu délicat. Je Oui, prends là on ça serait tout avec dans la situation caricaturale, mais c'est vrai qu'on peut On l'envisager, prend ça avec le en sourire, théorie. bien entendu, en théorie, mais c'est pas forcément une théorie à écarter. Si tout le personnel médical, particulièrement celui qui est en contact avec les patients du Covid, est rapidement vacciné, eh bien, en théorie, si les risques dont on parle aujourd'hui s'avèrent, eh bien, on pourrait être dans une situation où on n'aurait même plus de médecins, de médecins qualifiés, ou en tout cas pas en nombre suffisant, pour nous soigner. Mais je Bien reviens sûr. à l'idée première, c'est-à-dire que en introduisant ce vaccin graduellement, eh bien, dans une semaine, on aura plus d'expérience que maintenant, dans un mois encore plus, et dans 6 mois encore davantage. Donc, Bien entendu. on va C'est tout. remplacer en quelque sorte les tests qu'on n'a pas eu le temps de faire, les tests de phase 3 qu'on n'a pas eu le temps de faire, par une situation réelle où des gens massivement vont être vaccinés, mais graduellement. Ce qui me semble également diminuer l'exposition aux risques dont nous parlons. Mais bien sûr, c'est parfaitement égoïste, mais c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que si on attendait que quelques semaines pour voir ce qui se passe chez les Anglais qui ont été obligés de vacciner parce que de toute façon ils ont un service de santé qui est tellement euh, inefficace qu'il vaut mieux pour eux qu'ils vaccinent plutôt que de laisser les gens mourir, qu'on attendait que les premiers aient rempli leurs obligations en matière de vaccination et qu'on ait vu ce qui se passait, bah, être vacciné en Israël dans 3 mois ou dans 6 mois, ça obligerait tout le monde à garder les masques encore pendant quelques mois, mais effectivement, le risque serait nettement moindre. Et c'est très égoïste, mais ça me semble assez sympathique comme analyse de dire bah, attendons voir ce qui va se passer chez les autres. Si tout se passe bien, alors on n'éliminera pas les risques à long terme dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, mais on limitera au moins les risques de phase initiale, du premier mois, du deuxième mois, etc., sur lesquels on aura un peu de recul. Il y a plusieurs théories égoïstes par rapport à l'introduction de ce vaccin. Une autre, tout à fait, qui m'apparaît simple et évidente, et sur laquelle j'aimerais avoir votre opinion, c'est que on sait qu'une majorité des gens tout de même va se faire vacciner, et si 80-90% de la population va effectivement se faire vacciner, pourquoi je me ferais vacciner? Ah ben, c'est tout aussi égoïste, mais vous avez bien résumé la situation. Il est parfaitement possible d'attendre en disant bah, on va voir ce qui se passe, que les autres se fassent vacciner, je serai immunisé de la même façon, du moins le virus aura disparu et je serai tranquille. Ça pose juste un petit problème, parce que je pense que beaucoup de gens y ont réfléchi aussi, c'est que je pense que dans un avenir très proche, pour pouvoir bouger, notamment parmi les compagnies aériennes, on y réfléchit beaucoup, on va obliger les gens qui prennent l'avion à être vaccinés. Donc la question ne se posera pas, on ne pourra plus attendre, sauf si on reste chez soi tranquillement derrière son bureau. Autrement, tous les gens qui veulent bouger sont nécessairement vaccinés parce que ce sera la seule solution pour qu'ils soient acceptés dans un avion. C'est extrêmement intéressant. Je n'avais pas pensé à cette éventualité, pour dire la vérité. C'est Qantas qu'il a annoncé il y a déjà quelques temps, la Ah, compagnie d'accord. australienne, mais je pense qu'elle sera rapidement suivie par d'autres. Donc, notre discussion, et je pense on a éclairé la lanterne de beaucoup de gens par cette interview, parce qu'on n'a pas, en tout cas personnellement, j'ai vu nulle part ailleurs que aussi directement qu'on a l'habitude de le faire à la MENA, ben, on se préoccupe des questions qui préoccupent les gens.
Euh, on est donc dans la discussion qu'on est en train d'avoir, dans cette interview, en train d'évaluer les avantages relativement aux inconvénients et aux risques. Et pour clore cette intervention, votre intervention, Olivier, il me paraît qu'il y a une question fondamentale qu'il faut poser et et c'est une question de responsabilité aussi dans votre réponse, parce qu'elle va influencer beaucoup de personnes qui nous font confiance. La question, elle est simple, Olivier. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas? Ben, je l'attendais, la question. Je me doutais bien que ça allait être la question que vous finiriez par me poser. Mais je pense que, compte tenu du fait que pour pouvoir bouger, je serai obligé de me faire vacciner, je finirai par le faire aussi. Peut-être Pas dans les pas tout premiers. à fait, voilà, peut-être pas tout à fait dans les premiers, mais je pense que malgré tout ce qu'on peut donner comme avis, non pas négatif, mais suspect, ou du moins avec un peu de recul sur la vaccination, jusqu'à preuve du contraire, les laboratoires qui ont mis ces produits au point sont quand même des grands laboratoires. Je mets juste entre parenthèses des laboratoires russes et chinois pour lesquels j'aurais vraiment pas confiance pour des raisons plus éthiques ou politiques que médicales. Mais en tout cas, les grands laboratoires européens qui ont mis au point ces produits, je pense qu'on peut leur faire confiance. Et s'ils sortent un produit qu'ils estiment terminé et utilisable, il n'y a pas de raison de ne pas les suivre et de se faire vacciner dans des conditions acceptables. Juste à propos de ces Oui, je vous laboratoires, en j'ai prie. une petite chose encore que je voulais Bien sûr. rajouter. Ce qui est étonnant, c'est que, en fait, les laboratoires, notamment français, qui étaient à la pointe de la technologie, se sont tous retrouvés à la traîne et que actuellement, il y a vraiment que Pfizer qui est américain ou Moderna qui est américain aussi. Alors Pfizer est aidé par BioNTech, qui est une société allemande, je veux bien, mais ça prouve qu'en fait, le monde de l'industrie pharmaceutique française ou européen est visiblement dépassé par ce qui s'est passé aux États-Unis, et on va tous dépendre une fois de plus du monde américain pour pouvoir être vacciné, pour pouvoir faire reculer cette pandémie. Et quid du vaccin israélien dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois? Ben, ce que j'en ai entendu, il a quelques mois de retard, mais comme d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont sortir en septembre 2021, c'est pas grave. Mais comme tout le monde va être vacciné à temps, je pense qu'ils seront à l'heure pour la revaccination, parce que finalement, il y a des chances pour que le coronavirus soit comme la grippe et qu'on le retrouve tous les ans et qu'on soit obligé de se faire vacciner tous les ans. Donc, ils vont arriver en retard, comme beaucoup d'autres, parce qu'il n'y a que les vaccins ARN qui sont arrivés en avance, et ils finiront par tirer leur épingle du jeu dans une phase secondaire. Est-ce qu'il y a un âge, et ce sera vraiment ma toute dernière question, auquel vous conseilleriez fortement de se dépêcher d'aller se faire vacciner? Bien sûr. Dès qu'on rentre dans la catégorie à risque, c'est-à-dire de plus de 65 ans, la question ne se pose pas. Je pense que le risque qu'on prend en laissant évoluer la maladie est beaucoup plus important que celui qu'on prend en se laissant vacciner si on a plus de 65 ans. Quand on a 35 ans, il faut réfléchir. Mais à 65, on ne réfléchit pas. Et quand on a entre 45 et 55 ans, qui est l'âge de la plupart des lecteurs et des auditeurs de la MENA, Eh ben, c'est là qu'il faut encore plus réfléchir en se posant les bonnes questions. Est-ce qu'on a plus de facteurs de risque? Est-ce qu'on vit dans un endroit où le virus sévit plus qu'ailleurs? Est-ce qu'on a déjà eu le virus ou pas? Parce que c'est encore une très bonne question. Est-ce qu'il faut se faire vacciner quand on a déjà eu le virus? C'est pas sûr. Euh, donc, est-ce que tout l'environnement dans lequel on vit est susceptible de nous apporter des indications sur le fait sur le rapport entre le risque et le bénéfice de la vaccination, à chacun de prendre ses dispositions et d'être cohérent avec son analyse personnelle. Moi, je peux que vous donner quelques éléments d'approche médicale sur un sujet qui est d'une nouveauté criante et pour lequel on a un recul très limité. bah, c'est comme ça qu'on l'entend, hein, et puis c'est un peu dans la philosophie de notre agence de presse, c'est-à-dire que nous relatons les faits, nous donnons notre analyse, mais rien, jamais ne remplace la réflexion individuelle. Ce que nous essayons de faire, ce que vous avez excellemment fait aujourd'hui encore, c'est de donner les clés aux gens pour avoir une meilleure base de réflexion, pour pouvoir
pour pouvoir introduire leur partie du jugement sur une base de connaissances la plus large possible par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce qu'on connaît notamment à propos de l'introduction de ces vaccins. Olivier Katz, il me reste à vous remercier et C'est moi. à vous souhaiter à vous ainsi qu'aux auditeurs à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, bonne soirée à tous. Docteur Olivier Katz, bonjour. Bonjour Stéphane. Olivier, eh bien, on pouvait s'attendre à ce que nous en parlions à Radio MENA. Il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de l'introduction du vaccin, du nouveau vaccin. On en parle déjà pour cette semaine aux États-Unis et en Angleterre, et puis pour la semaine prochaine en Israël. Et on entend parler de toutes parts des dangers qu'il y aurait à utiliser ce vaccin. Il y a des gens qui veulent l'utiliser, il y a des gens qui le veulent moins. Alors, pour quelles raisons faudrait-il craindre ce vaccin, Olivier? Alors, en fait, c'est vrai on est rentré dans une phase un peu plus complexe maintenant, parce que la vaccination repose en fait sur un produit qu'on maîtrise absolument pas et sur lequel on a fait d'énormes progrès en très peu de temps, mais qui demande en fait une vérification clinique sur un grand nombre de patients. Donc, ce qui s'est passé en fait en ce qui concerne les vaccins, c'est qu'on a chacun de son côté, du moins chaque laboratoire pharmaceutique de son côté, fabriqué son propre vaccin en fonction d'éléments chimiques ou biologiques qui leur semblaient les plus intelligents. Et au final, on se retrouve avec 4 types de vaccins différents. Et ces types de vaccins n'ont pas du tout les mêmes risques, ni les mêmes façons de s'exprimer. Et on peut craindre un certain nombre d'effets secondaires en fonction du type de vaccin que l'on aura devant soi. Donc, en gros, pour faire simple, les 4 types de vaccins qui existent, les premiers, c'est les vaccins vivants, qu'ils soient atténués ou inactivés, c'est les 2 types de vaccins vivants qui existent. Les seconds, c'est les vaccins à protéines virales. Ensuite, on a des vaccins à vecteurs viraux non réplicants. Et les derniers, les vaccins à ARN. Alors, pour faire simple, les vaccins vivants, c'est ceux qu'on utilisait jusqu'à présent. C'est les moins dangereux, c'est le vaccin contre la grippe. Ils sont longs à mettre en œuvre, mais il faut une grande quantité de virus pour que le système prenne. Le seul qui pour l'instant a sorti un vaccin vivant, c'est un laboratoire chinois. On verra ce que ça peut donner sur le plan clinique d'utiliser des vaccins chinois. J'ai quelques avis sur les questions, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Les vaccins à protéines virales, qui sont le deuxième type de vaccin qu'on a utilisé, en fait, on inocule que les spicules, c'est-à-dire les petites pointes qui permettent l'entrée du virus dans la cellule. C'est le même principe que le vaccin de l'hépatite B, et c'est le vaccin de Sanofi Pasteur ou de GSK, qui pour l'instant n'a pas passé les tests, donc il sera retardé d'au moins 6 mois. Le troisième type de vaccin qu'on a sur le marché, c'est les vaccins à vecteurs viraux non réplicants. Donc on prend un virus qui n'est pas pathogène, c'est souvent un adénovirus, on emmène le virus SARS-CoV-2 dans la cellule et on crée la réaction immunitaire. Donc ça a été utilisé pour l'Ebola, mais la technique est récente. Il y a 2 vaccins pour l'instant dont on parle beaucoup qui utilisent cette technique-là. C'est le Sputnik 5, le vaccin russe, et le vaccin d'AstraZeneca et d'Oxford, mais qui a un problème de dose dont on parlera sans doute un petit peu plus tard. Et enfin, le dernier type de vaccin, qui est celui qui est le plus avancé, c'est les vaccins à ADN ou à ARN. Et on injecte un fragment d'ADN ou d'ARN, en l'occurrence ce sera plutôt de l'ARN pour l'instant, dans la cellule, et on l'associe à des particules de lipides, et une fois que la cellule est colonisée, elle va fabriquer elle-même la protéine qui permet de rentrer dans les cellules humaines et qui va créer la réaction immunitaire dont on a besoin. Alors c'est beaucoup plus rapide. Le patron de Moderna,
se vantait d'avoir réussi à fabriquer le morceau d'ARN dont on a besoin en 2 jours à partir du moment où il avait le génome, mais c'est d'une part très fragile, donc cet ARN il faut le conserver à moins 80 degrés, et d'autre part potentiellement dangereux parce qu'on n'a jamais utilisé cette technique, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, Olivier, oui, euh, dites-moi. on comprend alors que les vaccins qui arrivent sur le marché, principalement celui de Pfizer et de Moderna, ce sont des vaccins de cette catégorie, de la dernière catégorie que vous êtes en train de citer. Est-ce que c'est juste? Bien entendu, et c'est ce qui nous pose le plus de problèmes, parce que euh, si on pouvait disposer maintenant d'un vaccin de type vivant atténué et qu'on le Oui, mais on distribuait, n'en a pas. On n'en on n'en a a pas. pas. Mais Donc, j'ai deux questions pour rebondir sur ce que vous dites, qui vont surtout, c'est sûrement intéresser très fortement nos auditeurs. La première question, vous avez dit qu'il n'y a pas eu du tout, il n'y a absolument eu aucun contrôle, hein, aucun essai. Mais on imagine bien qu'il y a quand même eu des protocoles d'essai. On parle de plusieurs milliers de personnes qui ont reçu dans la phase de mise au point ces vaccins. Alors effectivement, ils ont été mis au point rapidement, mais ça a quand même pris en tout cas 8 mois ou 9 mois jusqu'à ce que le processus de mise au point. Donc c'est pas zéro, ce serait pas absolument d'après ce que je comprends. tout à fait, c'est pas zéro. Alors, pour donner des chiffres simples, l'étude de phase 3 qui a été faite par Pfizer notamment a porté sur à peu près 30 000 patients. Là-dessus, on avait 92 ou 94% de résultats positifs, ce qui est très bien. Mais 30 000 patients, quand on a décidé de vacciner 300 millions de personnes, on n'a pas de recul suffisant pour dire qu'il ne se passera rien du tout. Pas dans des La preuve conditions en est, c'est que normales. Le vaccin de la grippe, il a été essayé sur combien de personnes? mais il a 10 ans derrière lui, et avant d'être mis au point, il a été utilisé pendant plusieurs années pour qu'on puisse avoir le recul suffisant. Le Oui, mais vaccin d'ARN, ça c'est a posteriori, mais pendant la phase de mise au point, Olivier. même plusieurs années aussi. Plusieurs années aussi pour fabriquer le vaccin contre la grippe. Et D'accord. 3 mois pour fabriquer le vaccin Pfizer ARN. La preuve, c'est que l'une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir quelle sera la durée de cette protection. Est-ce que au bout de 3 mois, il faudra se refaire vacciner? Est-ce qu'au bout d'un an, il faudra se refaire vacciner? On est L'autre incapable. question, c'est le risque par rapport à l'avantage. Je Bien sûr. rappelle quand même aux auditeurs et à vous-même qu'aux États-Unis, il meurt plus de personnes par jour du Covid que durant l'attaque sur Pearl Harbor qui a déclenché la guerre entre les États-Unis et le Japon, ou bien plus proche de nous, l'attaque sur les tours jumelles par les kamikazes. Donc c'est quand même en nombre très conséquent. On a pris l'habitude peut-être de vivre avec ce virus, mais en tout état de cause, il tue des centaines de milliers, des millions de personnes. Donc très prosaïquement, est-ce que le risque n'en vaut pas la chandelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un vrai risque avec ces nouveaux vaccins qui ont été mis au point très rapidement, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'il existe un risque réel que dans 6 mois, dans 2 ans, tous les gens ou la plupart des gens qui ont été vaccinés, une grande partie d'entre eux, décèdent ou soient irrémédiablement malades des suites de ce vaccin parce qu'on l'a mis au point très rapidement? Non, objectivement, je peux pas dire des choses de ce type-là. J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans quelques mois ou dans quelques années. Tout ce qu'on peut dire, c'est sur le principe même que le recul qu'on a est insuffisant. Est-ce que ce qu'on appelle le rapport risque sur bénéfice nous fait considérer qu'il faut utiliser le vaccin? Dans certains cas et pour certaines populations, oui, sans doute. Mais est-ce qu'il doit être utilisé largue à menu par la totalité de la population qui pourrait se protéger autrement? Ça mérite une discussion. L'un des problèmes, en tout cas, pour Mais la ces discussion, elle vaccins, n'a pas eu lieu. À vous entendre, on est dans un monde d'irresponsables absolus. Donc, il y a pas d'instance, notamment, on connaît la FDA aux États-Unis, notamment.
on sait qu'ils vont pas autoriser l'introduction de nouveaux médicaments sans avoir vérifié la chose de manière très détaillée. Alors, est-ce qu'on est C'est vrai. vraiment en train de prendre un risque irréfléchi? Alors, la FDA vérifie, tout comme l'Agence européenne des médicaments, effectivement, vérifie ces produits. Mais quelles sont les procédures qui ont été adoptées par la totalité des agences de régulation, à commencer par l'agence de régulation anglaise MHRA, je crois. C'est en tout premier, c'est de dire on accepte une procédure d'urgence qui va autoriser ces médicaments. La procédure d'urgence, ça veut dire qu'on fait une vérification, je ne peux pas dire qu'on ne la fait pas, mais elle n'est pas du tout du même niveau que celle qui devrait se faire si le produit était homologué de façon classique. Donc, à partir du moment où aucun médicament n'a été homologué de façon classique, ils ont tous été acceptés ou sont en cours d'acceptation en procédure d'urgence. Donc, les vérifications existent, mais on ne peut pas dire qu'elles soient à 100%. Mais Je me rappelle il y aussi a rien que, qui est à 100%. bien sûr, mais même, je dirais que par rapport à n'importe quel autre produit qui est introduit sur le marché des médicaments, on n'a pas la sécurité avec ces vaccins qu'on pourrait avoir avec n'importe quelle autre molécule qui demande son autorisation de mise sur le marché. Ça, c'est inéluctable. L'autre élément qui n'est pas inintéressant non plus à savoir, c'est que tous les laboratoires qui ont distribué les vaccins ont commencé par faire signer aux États distributeurs un papier exonérant ces laboratoires de toute responsabilité en cas de problème. C'est les États eux-mêmes qui sont responsables. Donc ça facilite, on va dire, les études et la transmission d'informations plus ou moins travaillées. Je dis pas une fois de plus que les médicaments sont pas bons, que les vaccins pardon sont pas bons. Je dis juste que les procédures classiques ne sont pas utilisées dans N'ont ces pas été circonstances. suivis. On l'a bien compris. Tout à fait. Mais simplement aux États-Unis, et les États-Unis, c'est pas le monde entier, il y a ces temps 3000 personnes qui meurent par jour du Covid. Et ça fait beaucoup de monde. Bien sûr, Ça fait mais 30 000 personnes tous les 10 jours. Ça fait 120 000 personnes par mois. alors quelle est la population qui meurt aux États-Unis ou ailleurs dans un pourcentage important, ce sont des gens de plus de 65 ans. Pour les États-Unis, il y a plus d'Afro-Américains que de Blancs. Et les vaccins ont été jusqu'à présent étudiés sur une population qui était majoritairement jeune et blanche. Il y a un mécanisme qu'on appelle l'immunosénescence qui est très connu, C'est qui très dit que intéressant et je vais vous laisser développer cette réponse parce qu'elle est vraiment intéressante. Mais vous ne répondez pas à ma question. Que ce soit des jaunes, des blancs, des vieux ou des jeunes, hein, il y a 3000 personnes qui meurent par jour. Et si on peut éviter que ces personnes meurent en prenant un risque, et j'ouvre des guillemets, que j'appellerais raisonnable, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, même si nous nous exposons à un risque plus important que de normal lorsqu'on utilise des médicaments autorisés. Est-ce que le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? On va sauver des centaines de milliers de personnes si ce vaccin ne génère pas des dommages, des maladies, des pathologies, j'espère que ce ne sera pas le cas des décès, hein. Mais si il améliore les conditions de santé qui prévalent aujourd'hui face au coronavirus, est-ce qu'il y a des raisons sensées qui nous pousseraient à ne pas l'introduire? il faut comparer les populations. La population qui va être vaccinée sera en grande partie, parce que c'est quand même une masse non négligeable de la population globale, des gens jeunes et en bonne santé. Ceux qui ont besoin du vaccin, c'est des gens âgés et Oui, plutôt oui, en mais mauvaise santé. Donc, pardon, je me permets de vous arrêter. Alors, on je vous en va prie. aussi vacciner des gens qui ne sont pas en première ligne de danger ou qui ne sont pas les plus menacés. On va vacciner également des gens jeunes qui ont moins de risques d'attraper la maladie. Et là, il faut qu'on vous suive précisément. Et alors, en quoi ça nous dérange? Mais si sur ces gens-là, les effets secondaires du vaccin sont importants, ce qu'on ne peut pas savoir pour l'instant, on aura échangé, entre guillemets, un nombre de morts conséquent parmi une population âgée contre une pathologie qui peut être majeure chez des gens jeunes et en bonne santé. Je
dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis juste que c'est ce qu'on n'a pas étudié parce qu'on n'a pas pu l'étudier. Et on a le droit de se poser la question pour l'instant de savoir est-ce que le fait de vacciner une population globale en nombre conséquent à 300 ou 400 millions d'individus qui pourraient provoquer des atteintes chez des gens jeunes et en bonne santé vaut la peine par rapport aux quelques centaines de milliers de personnes âgées qui pourraient mourir du coronavirus. La bonne solution, c'est de vacciner que les gens âgés, on est bien d'accord, mais ça ne sert à rien parce qu'en fait, ça n'empêchera pas le virus de se propager. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que le but de la vaccination, c'est pas seulement de protéger les gens qui sont potentiellement à risque, c'est de pouvoir éradiquer le virus de telle façon que même ceux qui n'ont pas été vaccinés finissent par ne plus être en contact avec le virus et donc stopper l'épidémie. Ouais, on comprend votre argument beaucoup mieux, Olivier. C'est même tout à fait clair. Et si il y a des effets secondaires sur ce vaccin qui va être introduit ces prochains jours, est-ce qu'on a une idée de combien de temps après l'inoculation du vaccin, en combien de temps ces effets secondaires pourront être relevés? Mais c'est impossible à savoir. Pour prendre un exemple Mais on peut imaginer que ça qu'on se est bien, passe 2 ans après ou 10 ans après, ou la personne qui va être vaccinée la semaine prochaine, dans 10 ans, va se réveiller malade, voire condamnée. Ça, c'est possible au niveau de la biologie. objectivement, je pense pas, mais on peut pas l'éliminer. Ça doit pas être à ce point-là, parce que s'il y avait eu des choses vraiment importantes, on aurait pu le trouver. Mais pour prendre un exemple qu'on Et connaît puis, bien, le excusez-moi, vaccin mais contre les les... 30 000 personnes sur lesquelles on a fait l'essai, hein, s'il y avait une réaction secondaire immédiate au bout de 2-3 mois, ben, on l'aurait vu sur ces gens aussi. Ah non, pas de 3 mois. Pour l'instant, le recul qu'on a sur ces premiers tests de phase 3, c'est de 3 semaines. Ah, ah. Euh, on n'a pas de recul de 3 mois. Ce que Mais vous voulez dire, c'est justement, que la mise au point de ces vaccins est intervenue moins d'un mois avant leur administration? la mise au point était plus ancienne, mais le temps qu'on ait fait La mise au point, y tout le compris les cheminement, tests de voilà, phase 3. voilà. C'est ça. Les phases 3 datent d'il y a 3 semaines. C'est-à-dire Ah que, bon? en gros, le produit commence par des études précliniques sur les animaux. Ensuite, on fait des phases 1, des phases 2, où on regarde un peu les doses qu'on peut utiliser, etc. Et on commence à utiliser le produit dans des circonstances quasi normales dès le début de la phase 3. Bah, pour les vaccins de Moderna, par exemple, ou de Pfizer, le début des tests de phase 3, c'était juillet 2020. D'accord. Donc, on ne peut pas dire qu'on est Ben non, on n'a rien, sur voie de recul. on n'a aucun recul d'après ce Ah que non. vous nous dites. Et parmi les effets secondaires, alors on peut imaginer que les gens qui ont reçu le vaccin pourraient être contaminés et être à leur tour non pas protégés mais malades du Covid. Est-ce qu'on peut aussi imaginer d'autres effets secondaires, d'autres pathologies, et si oui, lesquels ou quel genre? Je sais bien qu'on ne peut pas à ce stade donner une réponse précise, mais à quel genre d'embêtement, de complications pourrait-on avoir à faire face? Mais on n'en sait pas grand-chose. Pour prendre un exemple qui a défrayé la chronique dans le milieu médical, on a vacciné tout le corps médical contre l'hépatite B, du moins en France, parce qu'à l'époque j'étais en France. On s'est rendu compte plusieurs mois ou plusieurs années après que ce vaccin contre l'hépatite B donnait des scléroses en plaques, et il y a un certain nombre de membres du corps médical qui ont été atteints par cette sclérose en plaques. Pourquoi? Je ne maîtrise pas suffisamment, on l'a sans doute étudié depuis, mais à partir de ces vaccins-là ARN qu'on maîtrise à peine, je n'ai aucune idée quels peuvent être les effets secondaires qu'on va retrouver. Pour l'instant, Ça tout ce signifie qu'on qu'on a ne comme peut effet pas le secondaire, savoir, qu'on pour ne l'instant, on ne peut pas connaît le savoir. même pas la plage de risque ou les... Non, pas du Non, tout. on connaît rien. Bah, on sait que, notamment le vaccin de Pfizer, parce que c'est celui qui a été utilisé le premier en Angleterre, donne des allergies, des choses comme ça, et que on a déjà limité la prescription des vaccins à tous les gens qui étaient allergiques. Mais ça, on le sait parce qu'il y a 1000 ou 2000 personnes qui ont été vaccinées depuis. Mais quel sera le risque majeur dans les prochaines années?
Peut-être qu'il n'y en aura aucun, ce sera tant mieux pour tout le monde. Peut-être ce sera grave, je n'ai absolument aucun moyen de le savoir. Hmm. C'est juste pas possible. Et puis on sait aussi que ces premières semaines, les vaccinations vont être administrées au personnel médical d'abord. Et Exact. ça va durer 2, 3 semaines, un mois. Et puis graduellement, mais très graduellement, simplement parce qu'on n'a pas assez de vaccins, eh bien, on va toucher les autres parties de la population, bien entendu à commencer par les populations à risque. Ce qui nous Non, non, donne, je vous coupe une je seconde. vous en Les prie. premiers qui seront vaccinés, ce seront les gens âgés. On va d'abord vacciner dans les EHPAD chez les gens âgés et après seulement dans le milieu médical. D'accord. Du moins en France, Ouais, non, mais c'est, ça je crois aussi. ouais, je Et pense pas que ce soit le cas aux États-Unis et en Angleterre, d'après ce que j'ai compris. Je suis presque sûr qu'en Angleterre, on commence par le personnel médical, mais c'est bon à savoir qu'en France, ce sera différent. Et puis ça nous donnera aussi une profondeur, c'est-à-dire que ce sera bien de savoir comment les diverses populations réagissent au même vaccin. Hein. bien sûr, Mais ce que je voulais oui, dire surtout, c'est donc que ce soit qu'on commence par les gens âgés ou par le personnel médical. Bon, si on parle du personnel médical et qu'il y avait des conséquences secondaires très importantes, notamment entraînant des paralysies ou la mort, eh bien, le grand problème serait qu'on aurait toujours à faire face à la pandémie, qu'on n'aurait pas de médicaments ou de vaccins pour nous protéger de la pandémie, et puis qu'on n'aurait plus de et pas de médecin. médecins pour nous traiter. Donc ce serait un peu délicat. Je Oui, prends alors ça surtout avec dans la situation caricaturale, mais c'est vrai qu'on peut On l'envisager. prend ça avec le En sourire, théorie. bien entendu, en théorie, mais c'est pas forcément une théorie à écarter. Si tout le personnel médical, particulièrement celui qui est en contact avec les patients du Covid, est rapidement vacciné, eh bien, en théorie, si les risques dont on parle aujourd'hui s'avèrent, eh bien, on pourrait être dans une situation où on n'aurait même plus de médecins, de médecins qualifiés, ou en tout cas pas en nombre suffisant, pour nous soigner. Mais je Bien reviens sûr. à l'idée première, c'est-à-dire que en introduisant ce vaccin graduellement, eh bien, dans une semaine, on aura plus d'expérience que maintenant, dans un mois encore plus, et dans 6 mois encore davantage. Donc, Bien entendu. on va C'est tout. remplacer en quelque sorte les tests qu'on n'a pas eu le temps de faire, les tests de phase 3 qu'on n'a pas eu le temps de faire, par une situation réelle où des gens massivement vont être vaccinés, mais graduellement. Ce qui me semble également diminuer l'exposition aux risques dont nous parlons. Mais bien sûr, c'est parfaitement égoïste, mais c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que si on attendait que quelques semaines pour voir ce qui se passe chez les Anglais qui ont été obligés de vacciner parce que de toute façon ils ont un service de santé qui est tellement euh, inefficace qu'il vaut mieux pour eux qu'ils vaccinent plutôt que de laisser les gens mourir, qu'on attendait que les premiers aient rempli leurs obligations en matière de vaccination et qu'on ait vu ce qui se passait, bah, être vacciné en Israël dans 3 mois ou dans 6 mois, ça obligerait tout le monde à garder les masques encore pendant quelques mois, mais effectivement, le risque serait nettement moindre. Et c'est très égoïste, mais ça me semble assez sympathique comme analyse de dire bah, attendons voir ce qui va se passer chez les autres. Si tout se passe bien, alors on n'éliminera pas les risques à long terme dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, mais on limitera au moins les risques de phase initiale, du premier mois, du deuxième mois, etc., sur lesquels on aura un peu de recul. Il y a plusieurs théories égoïstes par rapport à l'introduction de ce vaccin. Une autre, tout à fait, qui m'apparaît simple et évidente, et sur laquelle j'aimerais avoir votre opinion, c'est que on sait qu'une majorité des gens tout de même va se faire vacciner, et si 80-90% de la population va effectivement se faire vacciner, pourquoi je me ferais vacciner? Ah ben, c'est tout aussi égoïste, mais vous avez bien résumé la situation. Il est parfaitement possible d'attendre en disant bah, on va voir ce qui se passe, que les autres se fassent vacciner, je serai immunisé de la même façon, du moins le virus aura disparu et je serai tranquille. Ça pose juste un petit problème, parce que je pense que beaucoup de gens y ont réfléchi aussi, c'est que je pense que dans un avenir très proche, pour pouvoir bouger, notamment parmi les compagnies aériennes, on y réfléchit beaucoup, on va obliger les gens qui prennent l'avion à être vaccinés.
Donc la question ne se posera pas, on ne pourra plus attendre, sauf si on reste chez soi tranquillement derrière son bureau. Autrement, tous les gens qui veulent bouger sont nécessairement vaccinés parce que ce sera la seule solution pour qu'ils soient acceptés dans un avion. C'est extrêmement intéressant. Je n'avais pas pensé à cette éventualité, pour dire la vérité. C'est Qantas qui l'a annoncé il y a déjà quelques temps, la Ah, compagnie d'accord. australienne, mais je pense qu'elle sera rapidement suivie par d'autres. Donc, notre discussion, et je pense qu'on a éclairé la lanterne de beaucoup de gens par cette interview, ben, parce qu'on n'a pas, en tout cas personnellement, j'ai vu nulle part ailleurs que aussi directement qu'on a l'habitude de le faire à la MENA, ben, on se préoccupe des questions qui préoccupent les gens. Euh, on est donc dans la discussion qu'on est en train d'avoir, dans cette interview, en train d'évaluer les avantages relativement aux inconvénients et aux risques. Et pour clore cette intervention, votre intervention, Olivier, il me paraît qu'il y a une question fondamentale qu'il faut poser et et c'est une question de responsabilité aussi dans votre réponse, parce qu'elle va influencer beaucoup de personnes qui nous font confiance. La question, elle est simple, Olivier. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas? Ben, je l'attendais la question, je me doutais bien que ça allait être la question que vous finiriez par me poser, mais je pense que compte tenu du fait que pour pouvoir bouger, je serai obligé de me faire vacciner, je finirai par le faire aussi. Peut-être Pas dans les pas tout premiers. à fait, voilà, peut-être pas tout à fait dans les premiers, mais je pense que malgré tout ce qu'on peut donner comme avis, non pas négatif, mais suspect ou du moins avec un peu de recul sur la vaccination, jusqu'à preuve du contraire, les laboratoires qui ont mis ces produits au point sont quand même des grands laboratoires. Je mets juste entre parenthèses des laboratoires russes et chinois euh, pour lesquels j'aurais vraiment pas confiance pour des raisons plus éthiques ou politiques que médicales. En tout cas, les grands laboratoires européens qui ont mis au point ces produits, je pense qu'on peut leur faire confiance. Et s'ils sortent un produit qu'ils estiment terminé et utilisable, il n'y a pas de raison de ne pas les suivre et de se faire vacciner dans des conditions acceptables. Juste à propos de ces Oui, je vous laboratoires, en j'ai prie. une petite chose encore que je voulais Bien sûr. rajouter. Ce qui est étonnant, c'est que, en fait, les laboratoires, notamment français, qui étaient à la pointe de la technologie, se sont tous retrouvés à la traîne et que actuellement, il n'y a vraiment que Pfizer qui est américain ou Moderna qui est américain aussi. Alors Pfizer est aidé par BioNTech qui est une société allemande, je veux bien, mais ça prouve qu'en fait, le monde de l'industrie pharmaceutique française ou européen est visiblement dépassé par ce qui s'est passé aux États-Unis et on va tous dépendre une fois de plus du monde américain pour pouvoir être vacciné, pour pouvoir faire reculer cette pandémie. Et quid du vaccin israélien dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois? Ben, ce que j'en ai entendu, il a quelques mois de retard, mais comme d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont sortir en septembre 2021, c'est pas grave. Mais comme tout le monde va être vacciné à temps, je pense qu'ils seront à l'heure pour la revaccination, parce que finalement, il y a des chances pour que le coronavirus soit comme la grippe et qu'on le retrouve tous les ans et qu'on soit obligé de se faire vacciner tous les ans. Donc, ils vont arriver en retard, comme beaucoup d'autres, parce qu'il n'y a que les vaccins ARN qui sont arrivés en avance et ils finiront par tirer leur épingle du jeu dans une phase secondaire. Est-ce qu'il y a un âge, et ce sera vraiment ma toute dernière question, auquel vous conseilleriez fortement de se dépêcher d'aller se faire vacciner? Bien sûr. Dès qu'on rentre dans la catégorie à risque, c'est-à-dire de plus de 65 ans, la question ne se pose pas. Je pense que le risque qu'on prend en laissant évoluer la maladie est beaucoup plus important que celui qu'on prend en se laissant vacciner si on a plus de 65 ans. Quand on a 35 ans, il faut réfléchir. Mais à 65, on ne réfléchit pas. Et quand on a entre 45 et 55 ans, qui est l'âge de la plupart des lecteurs et des auditeurs de la MENA, Eh ben, c'est là qu'il faut encore plus réfléchir en se posant les bonnes questions. Est-ce qu'on a plus de facteurs de risque? Est-ce qu'on vit dans un endroit où le virus sévit plus qu'ailleurs? Est-ce qu'on a déjà eu le virus ou pas? Parce que c'est encore une très bonne question. Est-ce qu'il faut se faire vacciner quand on a déjà eu le virus? C'est pas sûr. Euh, donc, est-ce que tout l'environnement dans lequel on vit est susceptible de nous apporter des indications sur le fait
sur le rapport entre le risque et le bénéfice de la vaccination, à chacun de prendre ses dispositions et d'être cohérent avec son analyse personnelle. Moi, je peux que vous donner quelques éléments d'approche médicale sur un sujet qui est d'une nouveauté criante et pour lequel on a un recul très limité. Bah, c'est comme ça qu'on l'entend, hein. Puis c'est un peu dans la philosophie de notre agence de presse, c'est-à-dire que nous relatons les faits, nous donnons notre analyse, mais rien, jamais ne remplace la réflexion individuelle. Ce que nous essayons de faire, ce que vous avez excellemment fait aujourd'hui encore, c'est de donner les clés aux gens pour avoir une meilleure base de réflexion, pour pouvoir introduire leur partie du jugement sur une base de connaissances la plus large possible par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce qu'on connaît notamment à propos de l'introduction de ces vaccins. Olivier Katz, il me reste à vous remercier et C'est moi. à vous souhaiter à vous ainsi qu'aux auditeurs à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, bonne soirée à tous.